Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Un nouveau forum qui va s'intéresser à la bioéthique. A-t-on le droit de manipuler médicalement le processus de vie? C'est le thème retenu. Grande interrogation à l'heure où la France, à l'instar d'autres pays, élargit la programmation médicalement assistée aux femmes homosexuelles notamment. Nous avons 3 invités pour en parler. 3 sons de cloche donc différents. Je commence par Dr Moïse Fiadjo, qui nous fait l'honneur de venir au plateau aujourd'hui. Docteur Fiadjo, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Je me porte très bien. Merci. Docteur Fiadjo est gynécologue obstétricien. Vous êtes le directeur du centre de fertilité de la clinique Biassa au Togo. Un centre qui fait dans la fertilité en Afrique de on va dire un centre pionnier en la matière en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Oui, effectivement, nous avons un centre de fertilité à la clinique Biassa qui date de 1996. Nous avons fait nos premières tentatives de fécondation in vitro en 1996. Nos premiers enfants sont nés en 1997. Je dois dire que le premier bébé pouvait être né dans le monde est né en Angleterre en 1978. Donc le nôtre est né... pratiquement 20 ans plus tard. Oui, un peu moins de 20 ans plus tard. C'est quand même une prouesse que l'une des découvertes phares du XXe siècle soit venue en Afrique pratiquement au moins de 2 décennies après le premier essai en Europe. Et depuis là, vous avez à peu près combien de... Nous avons plus de 500 enfants qui sont nés par cette technique de fécondation in vitro. Nous aurons l'occasion de parler des inséminations artificielles. Exactement. Si vous voulez bien. Le temps de présenter les autres invités. Juste à vos côtés, Elmantio Godson. Grand maître, bonjour. Bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un plaisir. Vous avez choisi le titre de métaphysicien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un métaphysicien? Bon, il faut dire que pour nous, de façon générale, s'il y a des faits, c'est qu'il y a des lois. Et s'il y a des lois, c'est qu'il y a des principes. Donc le métaphysicien, c'est celui qui recherche les lois qui fondent les actions pour en déduire, n'est-ce pas, la quiddité ou le principe initial. Donc il s'agira de voir si effectivement nos comportements ou des actions concordent avec cette trilogie-là de la vie universelle. Voilà. Et notre 3e invité, docteur Amama Michel Toussault. Bonjour docteur. Bonjour Gilles Boko. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes psychologue clinicien, président de l'association des psychologues cliniciens hospitaliers du Togo. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé notamment. Vous intervenez à l'Institut national des sciences de l'éducation INSEE. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Et bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et pour cette première partie, c'est surtout le docteur Fiadjo que nous allons écouter. Nos 2 co-débatteurs vont nous aider à lui poser des questions très anormales. On pourra l'aider aussi. Nous souhaitons comprendre les méandres des manipulations de la vie. Peut-être je parle en profane, docteur Fiadjo. La procréation médicalement assistée, PMA, en abrégé, qu'est-ce que c'est en réalité? Merci Gilles. Je voudrais d'abord dire que le terme de manipulation est un peu trop fort. Je préférais qu'on dise assistance médicale à la procréation. Et effectivement, au départ, on parlait beaucoup de procréation médicalement assistée. Et très vite, on s'est rendu compte qu'au fond, le médecin, c'est pas lui qui procrée, c'est le couple qui procrée. Le médecin ne fait qu'apporter une assistance. C'est pour cela que on est venu au terme d'assistance médicale à la procréation. Donc, parlons plutôt d'assistance médicale à la procréation. Le médecin assiste le couple qui a des difficultés pour procréer à réaliser leur rêve de procréation. Mais jusqu'où cette aide peut aller, c'est ça la grande question. Quelles sont les différentes méthodes que vous avez justement donc, pour assister les couples en difficulté? D'accord. Disons que tout de suite que quand on parle d'assistance médicale à la procréation, c'est toutes les techniques, que ce soit cliniques et biologiques, qui aident les couples qui ont des difficultés, les couples qui ont des difficultés à concevoir,
qui ont des difficultés à concevoir, j'insiste bien sur ces termes, les couples qui ont des difficultés à concevoir, avec l'assistance du médecin en dehors du processus naturel. C'est-à-dire que c'est des couples qui ne vont pas avoir des rapports sexuels normaux et procréer, mais c'est grâce à l'assistance du médecin, éventuellement par le traitement des gamètes, des ovules ou des spermatozoïdes à concevoir. Peut-être que pour lancer bien le débat, je vais expliquer un peu quelles sont les conditions pour qu'un couple arrive à procréer. Passer peut-être la première, je vais expliquer. Pour que un couple puisse avoir des enfants, il faut qu'une certaine condition soit remplie. La première condition, c'est qu'il faut que le mari ait de bons spermatozoïdes. Ouais. Que ce couple puisse avoir des rapports tout à fait normalement, que les spermatozoïdes puissent être déposés dans le vagin de la femme. Deuxième condition, il faut que cette femme puisse ovuler normalement. Si on peut zoomer un tout petit peu sur l'image pour voir l'ovaire et les follicules qui vont ovuler. Voilà, ok. On voit bien donc l'ovaire qui est comme une amande, et sur cette amande, il y a de petits trous qui sont des follicules. Donc, il faut que cette femme-là puisse tous les mois ovuler, c'est-à-dire que ces ovaires produisent un œuf. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Troisième condition, il faut que les trompes de la femme soient des trompes normales, perméables. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que lorsque la femme ovule, la trompe puisse venir capter l'ovule, venir pomper en quelque sorte l'ovule. Et si au même moment la femme a des rapports avec son mari, les spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin vont monter dans l'utérus, ensuite vont monter dans les trompes et vont aller rencontrer les ovules. Peut-être que je vais montrer, si je prends, est-ce que je peux... Exactement, oui. Donc on vous passe la fiche. C'est ça, si je peux. Oui. Donc, voilà. Donc, ici, on a l'utérus, le vagin, l'ovaire, la trompe. Donc, je disais qu'il faut que le mari ait de bons spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin. Ouais. Donc voilà. Ils sont déposés dans le vagin. Ensuite, que les ovaires puissent fonctionner normalement, c'est-à-dire que tous les mois, l'ovaire puisse produire un œuf. Troisièmement, que la trompe puisse être perméable. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'ovule est pondu, la trompe vient capter l'ovule. Et s'il y a des rapports au même moment, les spermatozoïdes vont quitter le vagin ici, vont monter dans l'utérus, vont venir dans la trompe et vont venir rencontrer l'ovule au niveau du tiers externe de la trompe. C'est là qu'aura lieu la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. On voit l'ovule et les spermatozoïdes là. Bien. Une fois que cette rencontre a lieu, l'œuf va se diviser en deux, va se diviser en 4, va se diviser en 8, va continuer à se diviser, et tout en se divisant, l'œuf va cheminer progressivement pour venir s'installer à l'intérieur de l'utérus. Donc c'est à l'intérieur de l'utérus que la grossesse va se développer. Donc voici les conditions. Il faut que le mari ait de bons spermatozoïdes, il faut que les ovaires fonctionnent bien, il faut que les trompes soient normales, il faut que la cavité utérine soit normale. Malheureusement, pour la plupart des couples, ça se passe très bien. Mais pour à peu près 20% des couples, il y a des difficultés au bout d'un certain temps, c'est qu'on n'arrive pas à concevoir. Donc il faut aller consulter pour savoir pourquoi. Et le médecin va chercher à savoir, est-ce que c'est le mari qui n'a pas suffisamment de spermatozoïdes? Est-ce que c'est la femme qui n'ovule pas bien? Est-ce que c'est les trompes qui sont bouchées? Est-ce que c'est la cavité utérine qui n'est pas normale? Vous comprenez tout de suite que si la trompe est bouchée ici, les spermatozoïdes ne pourront jamais venir rencontrer l'ovule. Donc la fécondation ne pourra jamais avoir lieu. Donc soit on fait une opération pour essayer de recoller les deux bouts pour rendre la trompe perméable, soit on fait une fécondation in vitro. Donc la fécondation, tout ce qui se passe dans la trompe va se faire in vitro. C'est pour ça qu'on l'appelle fécondation in vitro. Mais il existe d'autres techniques de fécondation in vivo. C'est ça, c'est les inséminations artificielles. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement. Alors je vais prendre, voilà, c'est ça, ok? Ça consiste tout simplement à prendre
Non, ce n'est pas cette image, c'est plutôt esthétique. Voilà. Alors, ça consiste tout simplement à prendre le sperme du mari. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas suffisamment de spermatozoïdes. Et en prenant le spermatozoïde, en le concentrant dans un tout petit volume, on peut arriver à les rapprocher, les spermatozoïdes du lieu de la fécondation. Et on prend le sperme du mari, okay, et on prépare le sperme, on le concentre dans un tout petit volume, et on va, donc au cours d'un examen très simple, on va pousser les spermatozoïdes à l'intérieur de la cavité utérine ici, et les spermatozoïdes vont, comme tout à l'heure je l'ai dit, vont venir rencontrer l'ovule au niveau de la trompe. Ça, c'est une fécondation in vivo. C'est une insémination artificielle. C'est une assistance médicale également, puisque c'est le médecin qui est intervenu. Ce n'est pas au cours d'un rapport normal, c'est le médecin qui est intervenu pour provoquer cette fécondation. Voilà en gros les techniques les plus connues. À côté de ces techniques-là, il y a d'autres techniques qui déroulent de cela. Il y a une vieille technique qu'on faisait dans le temps, au lieu que la fécondation se fasse, on prend les ovules et les spermatozoïdes et on va, au cours d'une celluloscopie, mais c'est un peu compliqué, on va déposer à la fois les ovules et les spermatozoïdes à l'intérieur de la trompe. Mais cette technique a été abandonnée. C'est une technique de fécondation in vivo également. Mais c'est une technique qu'on appelait le GIFT. C'est le gamète intrafallopien transfert. Et pourquoi elle a été abandonnée? Elle a été abandonnée tout simplement parce qu'on se dit, mais si un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est qu'ils ont des problèmes. Et très souvent, les trompes ont des problèmes. Mais à quoi ça sert d'aller prendre l'ovule, les spermatozoïdes, et au hasard des rencontres, aller les déposer dans la trompe? On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Alors que si on fait une fécondation in vitro, on suit bien le processus, on voit la division des cellules, on voit si ça se divise bien, et on prend les embryons, on les met à l'intérieur de l'utérus. C'est beaucoup mieux. Les résultats sont beaucoup plus probants. Alors, avant peut-être de passer la parole à nos co-débatteurs, j'ai souvent entendu que pour les problèmes de fertilité, ce pourquoi vous assistez médicalement la procréation, dans 30% des cas, le problème provient de l'homme, 30% chez la femme, et 30% des cas sont inexpliqués par la science jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. On va dire que les deux sont responsables. L'homme et la femme sont forcément responsables. C'est quand on fait un bilan, okay, on voit, est-ce que c'est uniquement le mari? Uniquement le mari, ça veut dire que le mari n'a pas du tout de spermatozoïdes, il a très peu de spermatozoïdes. Et la femme n'a absolument rien. Ça, c'est dans 30% des cas. Le mari est impeccable, c'est la femme qui a tous les problèmes du monde. Ça, c'est dans 30% des cas. Le mari a un peu de problème, la femme a un peu de problème. Ça fait 30% des cas. Okay, nice. Et c'est dans 10% des cas que le mari n'a pas de problème, la femme n'a pas de problème, et pourtant ça ne marche pas. Et pourquoi? Pourquoi justement? Ah, mais peut-être que pourquoi ça ne marche pas? Oui. Mais nous cherchons, nous poussons les investigations très loin. Et quand on cherche, on ne trouve pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est amené à faire une fécondation in vitro ou à faire une insémination artificielle parce qu'on se dit, mais si on ne trouve pas, c'est que la rencontre ne se fait pas. Provoquons la rencontre. On fait une insémination artificielle, on prend le sperme du mari, on le prépare, on le renforce un peu et on le met à l'intérieur de l'utérus et se débrouille pour aller rencontrer l'ovule. Mais vous avez déjà rencontré ces cas-là où l'homme possède toutes les facultés, les spermatozoïdes sont au point, et que la femme n'a pas de problème d'ovulation, les trompes sont au point, l'utérus au point, et qu'il n'y a pas de fécondation. Vous avez déjà rencontré ça? Plusieurs fois, oui, tous les jours. C'est notre lot quotidien. C'est notre quotidien. Et puis il faut dire aussi que quand on dit que la femme n'a rien, que l'homme n'a rien, il y a très souvent de petits problèmes, de petites choses que l'on rencontre, mais qui ne sont pas des problèmes de nature à empêcher une fécondation. Et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. C'est pour ça que je dis que quand un couple n'a pas d'enfant, c'est pas la peine de dire c'est le mari, la femme n'a rien. Mais moi je dis que tous les deux sont responsables. Et il faut chercher, il faut voir. Et je dis aussi souvent que
un homme ne fait pas un enfant tout seul, une femme ne fait pas un enfant tout seul. Faire un enfant, c'est une affaire de couple. C'est dans un couple qu'on fait un enfant. C'est à deux qu'on fait un enfant. Et justement, même si c'est la femme qui a tous les problèmes du monde et que l'homme n'a rien, il faut que l'homme tienne la main de la femme, la soutienne, l'accompagne pour qu'à deux, ils puissent faire cet enfant. Mais finalement, ce n'est plus à deux qu'on fait un enfant. Il est possible de le faire désormais seul. Et c'est l'objet donc de cette émission. On aura l'occasion d'en parler. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Mais parlons de ce qui nous concerne, de ce qui est le quotidien des couples togolais. D'abord, avant de parler donc, du quotidien des couples européens qui ont réglé un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas encore réglés avant d'arriver à cela. Mais on en parlera, j'espère. Exactement. Alors, il ne faut pas aussi sous-entendre les facteurs de stress qui peuvent agir dans les 10% restants. Donc, c'est vrai que chez l'homme, on peut ne pas trouver de problème, chez la femme, on peut ne pas trouver de problème. Mais il ne faut pas oublier les facteurs psychologiques qui peuvent être à l'origine. Vous savez, il y a un lien entre le corps et le psychisme. Donc, il y a une interaction entre ces deux entités. L'être humain fait du corps et du psychisme. Donc, lorsque quelque chose atteint le psychisme, c'est fort probable que ça puisse impacter sur le corps. Est-ce que vous voyez? Mais la première des choses, c'est d'aller voir le gynécologue pour qu'il nous rassure que sur le plan organique, il n'y a pas de problème. Mais en principe, il fallait aller un peu on parle d'anamnèse, aller un peu dans l'histoire de la personne et voir quelles sont ses relations avec son environnement et autres. Ça peut être source de stress. Le docteur pourra témoigner. Peut-être qu'il arrive des femmes à qui on a tout fait, des couples à qui on a tout fait, on a réintroduit. On leur dit, OK, allez vous reposer, laissez tomber tout. Et un an après, ou 2 ans après, ça vient comme ça. Donc, il ne faut pas oublier les facteurs psychologiques qui sont très importants dans la gestation. Et je me souviens d'un développement d'un médecin tunisien que vous avez fait venir au Togo il y a près de 20 ans, Samir Amin. Je me rappelle de son avertissement à l'époque. Il dit, mais même les analyses que vous faites là, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que pour faire le spermogramme, etc., ça ne donne pas en réalité la vérité des choses, parce que c'est fait de façon, avec beaucoup de stress, dans des conditions qui peuvent influencer les résultats. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais d'abord réagir par rapport à le psychologue. Les facteurs de stress, les facteurs psychologiques jouent énormément. Je ne sais pas si on a le temps, je vais vous raconter 2 anecdotes. D'abord, nous, au niveau de notre centre, nous avons des psychologues qui suivent nos couples. Et quand on rentre en fécondation in vitro, on est forcément stressé. C'est un parcours du combattant qui est hyper stressant. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je pense qu'on a besoin d'accompagnement. Et toute l'équipe est formée à cela pour faire un accompagnement psychologique au couple. Et à côté de cela, nous avons des psychologues qui suivent les couples. Certains sont suivis régulièrement pendant tout le circuit. D'autres sont suivis avant, après les résultats. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on a besoin de ce soutien. Il ne faut pas oublier aussi que ce traitement est un traitement aussi. Certains traitements peuvent être lourds et donc impacter négativement sur le psychisme de la femme ou de l'homme. J'ai reçu des femmes qui ont dit qu'elles sont fatiguées par ce procédé-là et qu'elles demandent à l'homme de laisser tomber, d'aller en adoption. Donc, c'est pourquoi la présence du psychologue aussi, c'est important dans ces contextes-là. Et puis, le stress agit surtout sur le système hormonal. Il ne faut pas l'oublier. La sécrétion des oestrogènes et de la progestérone, il y a le stress aussi qui contrôle ça. Alors, le docteur... Alors, vous parlez du spermogramme chez les hommes. C'est vrai, le professeur Samir Amama avait dit qu'un seul spermogramme chez un homme ne suffit pas. Il faut en faire plusieurs. Il y a des variations interéjaculaires. Et qu'un spermogramme que vous avez fait aujourd'hui est certes valable, mais en le répétant une autre fois, 2 semaines, 3 semaines après, il peut varier. Donc un seul spermogramme ne suffit pas. Et puis, il faut dire aussi que les conditions dans lesquelles on fait les spermogrammes ne sont pas des conditions naturelles. Il faut le faire par masturbation.
Et beaucoup d'hommes ne savent pas se masturber. Et surtout les hommes africains n'arrivent pas à se masturber. Et ça pose beaucoup de problèmes pour donner une certaine validité à cet examen. Avant de passer rapidement à Elmancio Godson, est-ce que les fécondations in vitro marchent systématiquement à chaque fois que vous le faites? Quand vous prenez en charge un couple, est-ce qu'au bout, il y a toujours enfant? Non, malheureusement non. Je dirais malheureusement non et heureusement non. Malheureusement non, parce que la fécondabilité d'un couple n'est pas de 100%. Si vous prenez des couples normaux qui n'ont aucun problème, qui ont des rapports régulièrement, 2 ou 3 rapports par semaine, ces couples n'ont pas 100% de chance d'avoir une grossesse au cours d'un cycle. La fécondabilité humaine, elle est très faible, elle n'est que de 25%. C'est-à-dire que les couples normaux qui n'ont aucun problème n'ont qu'une chance sur 4 de concevoir au cours d'un cycle. Ce qui fait que les couples qui ont des problèmes, qui ont une femme qui a les trompes bouchées par exemple, a une fécondabilité qui est de 0. On va dire ça comme ça. Elle n'a aucune chance de concevoir, donc elle a une fécondabilité qui est de 0. Un homme qui n'a aucun spermatozoïde a une fécondabilité qui est de 0. Donc la fécondation, ces techniques d'assistance médicale à la procréation amènent progressivement les couples à avoir une fécondabilité qui se rapproche de la normale ou qui dépasse légèrement la normale. Et en forçant un peu, on arrive à dépasser ces 25% de fécondabilité dans un couple normal. Donc la fécondation in vitro, au départ, la fécondation in vitro marchait on va dire à 20% des cas, et on avait 15% de taux de grossesse, de taux d'accouchement, au finish. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques et puis avec les nouvelles avancées des découvertes, on a un taux de grossesse qui tourne autour de 30-40% dans les meilleurs centres, et un taux, puisque après la grossesse, il y a aussi des fausses couches, il y a des accouchements prématurés, etc. Un taux de naissance vivante, comme on appelle take home baby, un enfant que l'on garde, qu'on amène à la maison, qui est de l'ordre de 25% à peu près. Alors au Togo, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation? D'accord, il y a ce qu'on appelle la disponibilité et l'accessibilité. D'abord, ça c'est pas plus tard que je dis ça. La disponibilité, c'est qu'il faut qu'il y ait des centres, et l'accessibilité, il faut que les couples puissent avoir accès à ces centres, c'est-à-dire il y a un coût financier. Mais ce n'est pas là le plus important, je pense. Ouais. Je le dis tout de suite et je ferme la parenthèse, ce n'est pas le plus important, le coût n'est pas le plus important. Parce que les couples qui arrivent à la fécondation in vitro ont eu à dépenser dans les traitements à droite à gauche, dans les bilans, ont eu à dépenser beaucoup plus que ne coûte la fécondation in vitro. Donc ce n'est pas un problème financier. Et deuxième point, c'est que le challenge de nous les médecins qui faisons ces techniques avancées, notre challenge, c'est de voir comment nous allons rendre accessibles ces techniques à la population. Parce que les besoins sont là, mais l'accessibilité est faible. Bien, j'en viens maintenant à votre question. Alors, quelles sont les conditions? Dans beaucoup de pays, il y a des lois qui réglementent la pratique. Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de loi. Dans certains pays, il n'y a pas de loi. Okay. En Angleterre, par exemple, où il y a eu le premier bébé, il n'y a pas de loi, mais il y a des règles de bonne conduite. Okay. Dans certains pays africains, il y a des règles de bonne conduite. Au niveau du Togo, il n'y a pas de loi, mais nous appartenons à un groupe d'études et de recherche qui s'appelle le GIRAF, qui a proposé des règles de bonne conduite pour pratiquer la fécondation in vitro. Et ces règles de bonne conduite disent que pour faire la fécondation in vitro, il faut être un couple, marié, vivant en concubinage depuis un certain nombre d'années, vivant. Et il faut avoir une pathologie médicalement prouvée. Ça veut dire que les indications d'ordre social ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que je suis un homme seul, je veux avoir un enfant, je ne suis pas marié, je n'ai pas de copine, je veux que vous me trouviez une femme pour me faire un enfant, ça ne marche pas. Je suis une femme célibataire, je n'ai pas de mari,
je vais avoir un enfant, aidez-moi, trouvez-moi une banque de sperme pour me faire une insémination. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, chez vous, vous ne faites pas ce type d'opération, même si la personne se présente avec les disponibilités financières. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que ce n'est pas une question d'argent. Le médecin n'est pas un commerçant. Et je crois que le métaphysicien me dira qu'un enfant, avoir un enfant, ce n'est pas une marchandise qu'on peut acheter. Et que même avec les millions du monde, on ne peut pas acheter un enfant. Même avec les millions du monde, il y a beaucoup de gens qui sont riches à milliards, qui font tout le tour du monde et qui n'arrivent pas à avoir, même en payant les meilleurs médecins qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Donc, je pense que le problème se situe ailleurs. Je pense qu'il faut se mettre dans les dispositions sociales dans le pays où on est. Il faut se dire que je suis dans un pays où il y a les us et coutumes, il y a des pratiques, qu'est-ce qui est communément admis et quels sont les besoins de cette communauté, de cette population. Et c'est en cela qu'on peut arriver à satisfaire les besoins de la population. Et parce qu'avant tout, la médecine, on ne fait pas la médecine pour soi. On fait la médecine pour les autres, on fait la médecine pour soigner les autres. Donc, si on considère que l'assistance médicale à la population est une technique médicale pour assister les autres, il faut que les autres aient un besoin pour pouvoir les assister. Merci, c'est bien clair. Alors, Elmancio Godson, est-ce qu'il est légitime, c'est ce que nous sommes en train de faire, de s'interroger sur le processus de vie et la façon dont on va naître? Est-ce que c'est... Bien sûr, je crois que de façon naturelle, de façon simple, on doit, n'est-ce pas, on doit s'interroger. Nous avons le devoir même de le faire, pour ne pas dire la responsabilité ultime de le faire. Je vais répondre à la question que vous semblez ne pas poser, mais qui constitue la thématique de notre débat. En fait, est-ce que je me réserve aussi sur manipulation, le mot manipuler? Je vais simplement dire, avons-nous le droit, n'est-ce pas, d'intervenir dans le processus de vie? Je vais répondre de façon très directe. Nous avons non seulement le droit, le devoir, mais la responsabilité ultime d'intervenir dans le processus de vie. Ah bon? Oui. Et ça, c'est tout à fait absolu du point de vue métaphysique. Et il y a des raisonnements métaphysiques, des preuves métaphysiques qui corroborent donc cette démarche-là. Quel type d'intervention? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons corriger d'abord. C'est que nous avons oublié dès le départ un élément important, c'est que l'esprit humain est transcendant. D'ailleurs, la Bible et les Écritures le disent, l'homme est à l'image de Dieu. Donc, l'esprit humain est transcendant. L'esprit humain transcendant est libre. Et donc, il recherchera toujours l'expansion jusqu'à l'infini des capacités qui sont à l'intérieur de sa nature. C'est en cela que nous intervenons en tant que métaphysiciens ou en tant qu'étudiants de la théodicée pour montrer que si nous interrogeons la nature intrinsèque de l'homme, d'ailleurs le jardin d'Éden l'a prouvé, quand Dieu a dit ne mangez pas, l'homme l'a fait. En griffe, c'est une légende, mais il faut comprendre. Ça veut dire que l'esprit humain transcendant cherchera toujours à aller dans les confins les plus reculés de l'univers, en fait, à rechercher toujours l'expansion de sa nature intérieure. Et ça, rien ne pourra l'arrêter. Jusqu'à ce que l'esprit humain comprenne que nous sommes en fait dans une forme de technologie du tout. Et donc, de façon technico-technologique, l'homme va tellement évoluer qu'on ne pourra absolument pas l'arrêter. Donc, la métaphysique n'est pas contre l'intervention, je dis intervention de l'homme dans le processus de vie, parce que c'est ce qui va se faire de diverses manières à l'infini de l'échelle, mais la métaphysique se pose d'autres questions sur la démarche de comment ça se fait. Vous disiez tantôt qu'en tant que métaphysicien, vous travaillez avec des principes et des lois. Est-ce que le processus de vie n'est pas un principe naturel à respecter? Est-ce que en métaphysique, on peut bouleverser les principes? D'accord. Ok, en fait, il se pose pour vous un problème. C'est est-ce que nous n'allons pas laisser le naturel fonctionner? Exactement. Voilà, je comprends bien. Heureusement ou malheureusement, non. Parce que je dirais à mon ami d'abandonner sa voiture et d'aller à pied.
de façon simple, quoi. Il faut qu'on commence à être honnête. En fait, la nature a un processus de développement que nous essayons de comprendre, nous essayons d'assimiler ces lois et d'en accélérer avec intelligence le mécanisme. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il fut un temps, on pensait que parce que l'homme n'avait pas des ailes, il ne devait pas pouvoir voler, mais on a oublié qu'il y a deux natures. Il y a la natura naturans et la natura naturata, c'est-à-dire il y a la nature cachée qui façonne les lois et la nature telle qu'on la connaît. Dans la nature telle qu'on la connaît, on voit les oiseaux voler. Pourtant, dans la profondeur de la nature, on se rend compte que l'intelligence elle-même possède déjà des ailes. Donc la capacité de créer des choses qui, n'ayant pas des ailes, pouvant quand même voler. Donc l'homme existe pour ajouter à la nature en termes d'intelligence et connaître, comprendre la magie de la nature et accélérer le processus ou utiliser le processus avec éthique. Et c'est ça l'élément le plus important. Donc on ne peut pas rester en marge de la nature et estimer que bon, c'est la nature qui l'a demandé, ça doit se passer comme ça. Ce serait une tragique erreur, autrement on n'aurait pas de société, on n'aurait pas de civilisation. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment la nature fait les choses, d'en cerner les lois et de récupérer ces lois et de les utiliser de la même manière, dans le même style de la nature, sans aller contre la nature. Et ça, la nature le permet. C'est pourquoi nous en avons l'intelligence. Autrement, on ne pourrait pas le faire. Oui. Je suis rassuré par notre ami Godson, le métaphysicien. Je pensais qu'il allait me taper dessus. Il a été surpris par son développement. Moi. Oui. Mais moi, je vais lui poser une question. Parce il y a beaucoup de gens qui me disent, mais si des couples n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est qu'il y a une raison, et peut-être une raison métaphysique. Bien sûr. Une fille qui naît, par exemple, avec une malformation qui ne doit pas lui permettre de faire des enfants, ou un enfant qui naît avec une malformation qui ne doit pas lui permettre de faire des enfants. Il y a peut-être une raison métaphysique. Est-ce que moi, si j'interviens, j'aide ce garçon ou cette fille à avoir des enfants, est-ce que j'enfreins les lois de la métaphysique ou pas? Et Dr Fiallo aurait été un excellent journaliste. Bon, je repose la problématique autrement. Oui. J'ai un monsieur qui est au bord de la voie, qui doit marcher peut-être sur 8 km. Moi, je suis en voiture et je suis en train de rouler. Alors, je me pose une question, c'est peut-être son destin parce qu'il n'a pas les moyens de marcher et de faire les 8 km. Ou bien je m'arrête et je l'accompagne, je l'aide. Et en ce moment, est-ce que j'enfreins peut-être une loi karmique? En fait, il faut comprendre qu'au-delà des mécanismes des lois, il y a un principe supra qui nous met tous ensemble, c'est le principe de l'amour. Et donc l'amour permet à tout individu de pouvoir intervenir et d'accompagner lorsque c'est dans le processus de développement de la vie de l'individu. Donc vous n'enfreignez pas la loi. Au contraire, vous accompagnez, n'est-ce pas, le processus de vie. Maintenant, ce qu'il faut analyser, c'est les motivations. Quelles sont les raisons spirituelles ou les raisons profondes qui vous poussent à le faire? Et si ces raisons sont, vous avez très bien montré qu'un enfant ne se marchandise pas, donc quelque part, si les raisons sont nobles, la métaphysique n'est pas contre. Mais est-ce qu'il n'est pas possible que la nature punisse, entre guillemets, certaines personnes et interdise certaines personnes? C'est à ça que je répondais en parlant du karma. En fait, vous prenez tous le fait de punir comme une obligation de fait. D'accord? C'est juste, disons, dans le système de l'individu, c'est juste ce qui doit être. D'accord? Mais, de par le fait que l'individu possède un pouvoir transcendant, il a la possibilité de changer le cours de son destin. Parce que son destin ne lui est pas imposé par Dieu. Son destin n'est que le déroulement des actes que lui-même il avait posés précédemment, comme nous on croit en la réincarnation. Maintenant, il intervient encore dans son propre chemin de vie pour modifier les choses. Et à partir de ce moment, il a la latitude de changer les choses au fur et à mesure de son développement. Ça ne pose aucun problème. Pas du tout. Ah, donc, Dr Fiallo, feu vert à votre centre de fertilité. Bon, j'étais plutôt étonné que vous pensiez que j'étais contre. C'est ça qui m'a un peu étonné. J'ai pas compris.
Okay. Parce que j'ai commencé déjà par dire que nous sommes dotés d'un esprit transcendant. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tel que cela évolue aujourd'hui, cela évoluera encore d'une certaine manière et on atteindra un niveau de perfection sur l'utilisation de la technologie que nous-mêmes, on sera étonnés d'appréhender. Mais néanmoins, est-ce qu'au niveau éthique, est-ce que cela s'accompagne? C'est là le débat. Oui, mais l'autre question que je voudrais poser, est-ce que les interventions, les types d'interventions dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que ça doit être laissé à la portée de tout le monde, des non-initiés, ou il faut des métaphysiciens qui comprennent l'ordre des choses pour pouvoir faire les interventions? Autrement dit, si on laisse à n'importe qui la possibilité de changer les principes, l'ordre des choses, est-ce que des erreurs ne sont pas possibles, des erreurs fatales, irréversibles? Bon, je pense que le docteur Fiadio a répondu. En ce qui concerne le Togo, il y a déjà eu des prescriptions ou des dispositions qui sont prises en la matière, mais au niveau métaphysique, il y a en fait une règle d'or chez nous. La règle d'or est la suivante. D'abord, il faut faire la différence entre l'éthique et la morale. D'accord? C'est deux choses que les gens confondent. C'est peut-être pour cette raison que la PMA peut être, disons, du point de vue général, condamnable. Parce que chacun regarde la chose avec sa morale. Or, la morale, elle est relative parce qu'elle est spécifique à des cultures, à des traditions, à des pays, à des zones géographiques. On n'a pas les mêmes types de moralité. De toute façon, c'est comme ça. Donc, chacun voit ça selon sa morale. Pourtant, l'éthique, c'est beaucoup plus différent. L'éthique de Anthéos, l'éthique, c'est une réflexion sur les motivations profondes. Du coup, on constate que les gens n'accompagnent pas toujours le développement technologique, quel que soit le domaine, avec l'éthique appropriée. Et donc, cet écart donne l'impression que ce que l'on veut faire du point de vue technico-technologique est mauvais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas mauvais dans l'en-soi de la chose, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de préparation préalable en matière éthique pour accompagner le système. Maintenant, du point de vue évolution, il faut forcément, je pense qu'ils sont des spécialistes, ce sont des spécialistes qui ont été formés pour pouvoir intervenir sur le processus de vie. Donc, ce n'est pas n'importe qui se lève, qui le fait. Malheureusement, dans ce genre de système, il y a toujours les bons et les mauvais. Ben, on n'y peut rien parce que le monde est fait de ça. Donc, il faut simplement cadrer le processus, cadrer la technologie, afin que ce soit seulement les initiés ou des personnes avisées qui puissent justement aider à la procréation. Parce que la crainte, on va dire, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais est-ce que, ce faisant, on ne risque pas un jour de fabriquer un monstre là, d'accord, incontrôlable, à un moment donné? Oui, avant de laisser la parole, peut-être au docteur, si vous le permettez, je vais dire que je ne sais pas pourquoi nous avons peur de l'inévitable. Je crois que mon langage n'a peut-être pas été assez explicite, mais on a peur de l'inévitable. L'inévitable, c'est que l'esprit humain cherchera toujours à créer des choses qui le dépassent. Et il ne s'arrêtera aucunement. Mais pour créer des monstres, c'est qu'il faut avoir des motivations pour aller créer des monstres. Du coup, on revient sur l'éthique, sur les motivations de l'agir, à savoir, est-ce que nous avons des personnes, l'autre l'a dit, Rabelais l'a dit, science sans conscience, l'économie de l'âme, est-ce que nous avons les personnes éthiques qu'il faut pour pouvoir procéder à cette chose-là. Il y a le clonage aujourd'hui. Donc, c'est là le problème. Bon. Donc, il faudrait qu'on pense le débat non pas sur la technologie, mais sur l'agir de l'individu, sur son éthique. C'est là que moi, je pense que l'élément est important à discuter. D'accord. Donc, je pense que... Ouais, docteur Fiadio, moi, je dirais que ce problème est tout à fait fondamental. M. Godson a parlé donc d'éthique de la morale. Moi, je dirais que les deux termes se lient et que très peu de gens arrivent à faire la différence. On est en train de la faire. L'éthique fondamentale qui unit tous les hommes, je dirais que ça se résume au respect de la vie. Et encore, quand on respecte la vie, on ne ferait pas la guerre, on ne tuerait pas. Okay? Et encore. Mais la morale, ça tient à beaucoup de choses. À la religion, aux us et coutumes du pays où on vit, à sa propre personnalité, à sa propre éducation, etc. etc. Mais il y a un point fondamental que j'appelle la conscience du médecin. Okay? Et c'est sur cette conscience du médecin qu'il faut pouvoir travailler.
De deux, c'est un grand débat qu'il faudrait lancer au niveau de toute la société. Un fait de société, une avancée nouvelle qui arrive dans notre pays. Il faut en parler. C'est pour ça que je vous félicite d'en parler. En général, quand on m'invite pour parler de la fécondation in vitro, je suis tout seul et on me pose des questions et je parle en tant que médecin. Et je suis bien content qu'il y ait un psychologue et qu'il y ait un métaphysicien qui soit là. Et je pense que si on veut élargir le débat et aller vers un comité éthique, je pense que ce serait bien donc d'avoir tout le monde pour poser réellement le problème et pour voir qu'est-ce qu'il nous faut dans notre pays, qu'est-ce que nous devons faire dans notre pays. Les pays avancés qui ont fait beaucoup d'avancées dans le domaine de la bioéthique n'ont pas les mêmes lois. Les lois de bioéthique en Allemagne ne sont pas les mêmes lois qu'en France. Les lois en Angleterre ne sont pas les mêmes lois qu'en Espagne. L'Espagne est le pays le plus permissif où tout est permis, alors que les autres pays sont beaucoup plus restrictifs. Donc, chez nous aussi, nous devons poser réellement le problème et ne pas laisser le problème rien qu'à la conscience du médecin. Ouais. Merci, docteur Fiadjo. Docteur Tousso, je reviens à vous maintenant sur le sort des enfants nés d'un processus, je vais l'appeler hors circuit naturel. Psychologiquement, est-ce que ces enfants sont des enfants normaux, entre guillemets? Est-ce que ce sont des enfants normaux?